Mes parents ont menacé de me poursuivre en justice pour la maison à 500 000 € que j'avais reconstruite de mes propres mains afin de pouvoir la donner à mon frère, leur enfant chéri, mais quand mon avocate a éclaté de rire, j'ai enfin compris qu'il s'était attaqué au mauvais fils. Lorsque mon père m'a annoncé qu'il allait m'attaquer en justice pour récupérer ma propre maison, j'étais assis dans un fauteuil en cuir face à mon avocate et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire en 34 ans de vie en tant que fils de Jean-Pierre Morel. J'ai activé le haut-parleur. Répète ça, ai-je dit. Tout, depuis le début. Il s'est exécuté, mot pour mot, chaque syllabe imprégnée de cette confiance particulière propre à un homme à qui personne n'a jamais dit non, du moins personne dont il estimait la vie, ce qui, manifestement, ne m'incluait pas. Mon avocate, maître Claire Vallet, 12 ans de barreau dans le contentieux successoral, le genre de femme qui connaît chaque article du code civil comme d'autres connaissent leur propre numéro de téléphone, m'observait par-dessus son bureau avec une expression indéchiffrable. Puis la voix de ma mère a résonné dans l'appareil, il sait ce qu'il nous doit, nous l'avons élevé. Claire Vallet, d'ordinaire si calme, si précise, architecte d'arguments ayant démantelé des gens bien plus sophistiqués que mes parents, Harry, et ce n'était pas un petit rire poli, c'était un rire de lionne dévorant une souris, un rire franc et puissant qui a rempli tout son cabinet. J'avais passé 34 ans à trembler devant mon père, mais en l'espace de 11 secondes, Claire Vallet a mis fin à cela. Laissez-moi d'abord vous parler de la maison, car la maison est le cœur de toute cette histoire. Je m'appelle Julien Morel, je suis menuisier ébéniste de métier, spécialisé dans le sur-mesure, les boiseries architecturales, ce genre de travail méticuleux qui exige une patience que la plupart des gens n'ont pas et des outils qu'ils ne peuvent pas s'offrir. J'exerce professionnellement depuis l'âge de 22 ans, d'abord pour un maître d'œuvre à Lyon, puis à mon compte. Selon n'importe quel critère raisonnable, je suis doué dans ce que je fais, mon travail se trouve dans 3 hôtels de luxe, 2 restaurants étoilés et une résidence privée qui a fait la couverture de côté maison, un fait que mon père n'a jamais daigné reconnaître. Il y a 5 ans, j'ai acheté une propriété saisie à la périphérie de Vienne. Dans l'Isère, une vieille bâtisse des années 1930 en état de délabrement total. Le toit s'était effondré d'un côté, les fondations étaient fissurées. Chaque fenêtre d'origine laissait passer les courants d'air et l'installation électrique était un véritable danger public. La banque me l'a cédé pour 87 000 € parce que personne d'autre n'en voulait, mon agent immobilier m'a même dit que je faisais une erreur monumentale. J'ai passé les 4 années suivantes à la reconstruire, pas à la rénover, à la reconstruire de fond en comble. Nouvelle toiture, renforcement des fondations, électricité neuve, plomberie intégrale. J'ai usiné moi-même une partie des finitions intérieures à partir de bois de récupération, les meubles de cuisine m'ont pris 6 semaines, les bibliothèques encastrées du salon 3 de plus, chaque assemblage en onglet. Dans cette maison est parfait, je le sais car je les ai tous coupés moi-même. J'ai sous-traité le gros œuvre des fondations et le raccordement électrique car je suis compétent mais pas stupide, tout le reste, je l'ai fait seul, les week-ends, après mes journées de travail, pendant une période de 2 ans où j'ai à peine pris un jour de repos. Étant méthodique de nature, j'ai tenu des registres détaillés, factures pour chaque achat de matériaux, journaux de bord des travaux, fiches de temps et photographies à chaque étape de la construction. Le coût total de la reconstruction s'est élevé à 218 000 €, la valeur d'expertise actuelle est de 498 000 €. J'ai emménagé il y a 18 mois. Je n'avais jamais été aussi fier de quoi que ce soit dans ma vie, mais ma famille n'y a vu qu'une seule chose, un cadeau pour Théo. Mon frère Théo a 31 ans, il n'a jamais gardé un emploi plus de 14 mois, il a été fiancé 2 fois, à chaque fois à des femmes qui, d'après ce que j'en ai vu, étaient surtout attirées par la version de Théo des 3 premiers mois de relation, avant que le vrai visage n'apparaisse. Il conduit une BMW en leasing qu'il n'a pas les moyens de payer, vit dans un appartement que mes parents
Subventionne discrètement depuis 2019 et possède ce que je ne peux décrire que comme une capacité de niveau professionnel à rendre les autres responsables de ses propres problèmes. Il est aussi, sans aucun doute, l'enfant préféré de mes parents, je le sais depuis que j'ai environ 8 ans. Je ne dis pas cela avec amertume, ou plutôt, j'ai essayé de ne plus le dire avec amertume, ce qui est différent, c'était simplement la réalité opérationnelle de notre famille. Théo était drôle, charmant et ressemblait à mon père. Alors que j'étais calme, appliqué et ne ressemblait à personne en particulier, et ces choses semblaient compter. Mon père, Jean-Pierre Morel, 63 ans, a bâti une entreprise de BTP de taille moyenne dans les années 90 et a passé les 20 dernières années à se reposer sur sa réputation pendant que son associé gérait les opérations réelles. C'est le genre d'homme qui confond le volume sonore avec l'autorité et qui n'a jamais remis en question cette certitude parce qu'elle a fonctionné assez longtemps pour que les preuves du contraire ne s'accumulent jamais d'une manière qu'il ne puisse balayer. Ma mère, Chantal, est la plus dangereuse des deux, mon père menace bruyamment, ma mère persuade silencieusement. Elle a ce don de transformer ses désirs en obligations pour les autres, une compétence si raffinée que vous êtes déjà à moitié d'accord avant de réaliser que vous n'avez en fait jamais rien décidé. J'avais passé ma vie entière à naviguer entre eux, m'effaçant pour ne pas prendre trop de place, me rendant utile, restant silencieux, obtenant de bons résultats scolaires sans en faire une compétition. Bâtissant une entreprise prospère sans m'en vanter. Apprenant lentement et douloureusement à demander moins d'approbation que je n'en désirais réellement. Et puis j'ai construit cette maison et tout a changé. Le premier signe est apparu lors du déjeuner de Noël, j'avais la maison depuis environ 6 mois à ce moment-là. Mes parents étaient venus 2 fois, la première fois, mon père avait parcouru chaque pièce en commentant ce qu'il aurait fait différemment, son mode d'interaction standard avec tout ce que je créais. Ma mère avait complimenté la cuisine avant de me demander immédiatement quand je comptais trouver quelqu'un pour la partager, car apparemment, ma capacité à bâtir un foyer magnifique n'avait d'intérêt que comme décor pour une relation que je n'avais pas. C'était gérable, normal pour eux. Mais à Noël, Théo a trop bu, ce qui n'était pas inhabituel, il s'enivrait à presque tous les événements familiaux, pas au point de s'écrouler, mais assez pour que son filtre disparaisse, et quand son filtre tombait, il révélait un Théo bien moins prudent que celui qu'il montrait en public. Il parlait d'un voyage à Lisbonne qu'il avait fait en septembre, première classe, hôtel de charme, le genre de luxe décontracté qui ne correspondait à aucun salaire que je lui connaissais. Merci à l'héritage de mamie, a-t-il lancé en resservant son verre de vin avec un grand sourire, cet argent me brûlait les doigts. Ma grand-mère, Suzanne Morel, décédée 18 mois plus tôt à 82 ans, m'avait promis des parts égales. Elle me l'avait dit directement, assise à sa table de cuisine 3 ans avant ça. Mort, qu'elle avait mis en place un testament avec des parts égales pour ses 2 petits-enfants, un argent qui change une vie, disait-elle, elle voulait que nous ayons tous les deux une base solide. À sa mort, mes parents m'avaient dit qu'elle avait changé d'avis à la fin, qu'elle avait révisé ses volontés, qu'elle avait laissé le gros de la somme à Théo et qu'elle m'avait légué une boîte d'outils ayant appartenu à son défunt mari. J'avais été blessé, j'avais pleuré. En privé, plus pour le message que cela semblait envoyer que pour l'argent lui-même, puis j'avais accepté la situation comme on m'avait appris à accepter les choses dans cette famille, silencieusement, sans discuter, avec la conviction intime que je m'en sortirais sans cela. Je les avais crus, une erreur catastrophique. Ce jour de Noël, j'ai regardé Théo verser son vin et dire que cet argent lui brûlait les doigts, et quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Je n'ai rien dit, j'ai mangé ma dinde, j'ai aidé à débarrasser la table, je suis rentré chez moi à 21h et je me suis assis dans ma cuisine, celle que j'avais bâtie, avec ces meubles sur lesquels j'avais passé 6 semaines, et j'ai fait le calcul. Le voyage de Théo, son appartement, son leasing,
son train de vie qui dépassait toujours ce que ses emplois pouvaient. Supporter. Je me suis levé et j'ai cherché le numéro d'un enquêteur privé nommé Marco Rossi qu'un ami m'avait recommandé 6 mois plus tôt pour une autre raison. Je l'ai appelé le lendemain matin. Marco Rossi avait 16 ans d'expérience dans les enquêtes financières, une spécialité peu glamour qui consiste à éplucher des tableurs et des relevés bancaires jusqu'à ce que les chiffres racontent une histoire. Il était méthodique et m'a facturé 2800 € pour une enquête préliminaire sur les actifs. Je l'ai engagé sur le champ, je veux savoir si la succession de ma grand-mère a été distribuée comme on me l'a dit, ça s'appelait Suzanne Morel, mes parents étaient les exécuteurs testamentaires. Avez-vous une copie du testament? M'a-t-il demandé. On m'a dit qu'il y avait une version révisée, on m'a donné une lettre de synthèse, je n'ai jamais vu les documents originaux. Marco est resté silencieux un instant. Avez-vous signé un document d'acceptation de la distribution? Non, ai-je répondu, ils me l'ont juste dit, je n'ai pas pensé à demander de preuves. Il n'a pas dit que c'était une erreur par professionnalisme, mais je l'ai entendu dans son silence. Je vais commencer par les registres de la Chambre des notaires. A-t-il conclu. 5 jours plus tard, il m'a appelé à 7h22 du matin, Julien, asseyez-vous. J'étais déjà assis, mais j'ai agrippé le bord de ma table. Votre grand-mère avait établi un testament authentique en 2018, par égal pour 2 bénéficiaires, la valeur totale de la succession au moment de la distribution était de 214 000 €, votre part était de 107 000 €. Mes mains se sont figées sur la table. Le testament n'a jamais été modifié, a continué Marco, j'ai récupéré l'acte original déposé au rang des minutes, le document que vos parents ont produit comme étant le testament révisé lors du règlement de la succession est un faux, la mise en page, la signature du notaire, l'enregistrement. Rien ne correspond, c'est une contrefaçon. J'ai aussi trouvé 3 virements du compte de la succession vers un compte joint au nom de vos parents pour un total de 214 000 € sur une période de 4 mois après le décès. Ils ont tout pris, ai-je murmuré. Les relevés montrent des dépenses correspondant à des voyages internationaux, l'achat d'un véhicule et plusieurs gros transferts vers un compte associé à Théo Morel, le voyage à Lisbonne, la BMW, son train de vie. Je suis resté assis longtemps après avoir raccroché, j'ai pensé à ma grand-mère me promettant que ce serait égal, je voyais son visage. Cette franchise qu'elle avait, la façon dont elle vous regardait pour s'assurer que vous aviez compris. J'ai pensé à mes parents me mentant les yeux dans les yeux, la voix douce et pleine de regrets de ma mère, mon père regardant par la fenêtre. Je les avais crus parce que j'avais été dressé pour cela. J'ai appelé Claire Vallée l'après-midi même, elle m'avait été recommandée comme étant là. Personne qu'il vous faut si quelqu'un essaie de vous dépouiller. Ancienne procureure passée dans le privé, elle possédait ce calme olympien de ceux qui ont gagné assez de batailles pour que l'idée d'un conflit ne soit plus un stress. Dans son bureau, j'ai étalé tout ce que Marco avait trouvé, elle a lu les documents sans dire un mot. Le faux testament est un délit pénal, a-t-elle déclaré, faux et usage de faux en écriture publique, c'est du criminel, pas du civil. Et s'ils vous ont déclaré à leur charge sur leurs impôts alors que vous étiez financièrement indépendant, c'est une fraude fiscale fédérale. Elle a rangé les papiers proprement, la fraude successorale suffit pour des poursuites pénales, la fraude fiscale en fait une affaire d'État, ensemble, c'est colossal. Que dois-je faire? D'abord, on protège la maison, je vais verrouiller le titre de propriété et préparer le dossier de documentation, vous avez toutes vos factures sur 5 ans? Oui, photographiées et sauvegardées. Bien, maintenant. On attend. On attend quoi? Qu'ils fassent le premier pas, a-t-elle dit. Fermement, car s'ils sont capables de voler un héritage et de frauder le fisc, ils ne vont pas laisser cette maison tranquille, pas si Théo en a besoin. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu 11 jours.
Mon père a appelé un jeudi à 18h47 alors que j'étais justement dans le bureau de Claire pour un point de situation, un hasard qui ressemblait à un signe de ma grand-mère. Théo va se marier, a dit mon père sans même dire bonjour, il a besoin de stabilité, tu es tout seul dans cette immense maison, c'est égoïste. J'ai regardé Claire qui m'a fait signe d'activer le haut-parleur. C'est de nous là. Maison d'ici vendredi où on t'attaque en justice, a-t-il poursuivi. Le silence. Dans le bureau de l'avocate était d'une densité incroyable. Peux-tu répéter? Mon conseil juridique écoute, ai-je dit. Il l'a répété, chaque mot, avec la confiance absolue d'un homme qui a distribué des ultimatums toute sa vie en voyant les gens s'écraser. Puis la voix de ma mère, il sait ce qu'il nous doit. Nous l'avons élevé. Et c'est là que Claire a ri. Ce rire a brisé quelque chose. En moi, ce n'était pas qu'elle trouvait ça drôle, c'était le son d'une puissance réelle rencontrant l'absurdité totale de la logique de ma famille. Sur quelle base juridique, monsieur Morel? A-t-elle demandé, toujours souriante, vous allez poursuivre votre fils pour une propriété dont il est légalement propriétaire? J'ai hâte d'entendre votre théorie. Qui est à l'appareil? Ah. Demandait mon père d'une voix soudain moins assurée. Maître Clairvalet, j'ai été engagé par votre fils, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur cette action. En justice. La voix de mon père a changé, recalibrant son ton pour un public inattendu, nous avons des droits, nous l'avons soutenu. Élever un enfant est un devoir légal, pas un préusuraire, a tranché Claire d'une voix devenue glaciale, vous recevrez bientôt des nouvelles de mon cabinet. Elle a raccroché. Et j'ai senti 34 ans de soumission se dissoudre comme le premier dégel après un hiver trop long. Bien, a dit Claire, maintenant, on prépare le piège. Appelle ta mère, pas ton père, ta mère. Dis-lui que tu as réfléchi, que tu es épuisé et que tu veux arranger les choses. Mon corps s'est contracté de dégoût. Je sais, a-t-elle dit en lisant mon visage, je sais ce que je demande. Mais nous avons un faux testament, un héritage volé et 7 ans de fraude fiscale, ces preuves seront bien plus fortes avec un aveu ou au moins un témoin de leur comportement. Je veux qu'ils jubilent, je veux leur donner l'occasion de triompher, ton père surtout, il ne pourra pas résister à l'envie de gagner une dernière fois devant toi. Elle m'a tendu un bloc-notes, invite-les à dîner, et invite aussi Bernard Perrin. Bernard? L'associé de mon père? Oui, son plus vieil ami, l'homme dont il estime la vie par-dessus tout, invite-le comme si c'était un simple repas de réconciliation, ton père fera son spectacle habituel. Devant lui. Je suis rentré et j'ai appelé ma mère, ma voix était fatiguée, ce qui n'était pas difficile à simuler, je lui ai dit que je ne voulais plus me battre, qu'on devait discuter en famille. Elle a été immédiatement chaleureuse. Soulagée comme quelqu'un qui s'attendait à une résistance et n'en trouvait aucune, elle a dit que c'était tout ce qu'il voulait, le bien de tous. J'ai fixé le dîner au samedi. Pendant 6 jours, j'ai erré dans la maison, retouchant une peinture, réglant une charnière de cuisine, préparant un bœuf bourguignon qui demande des heures d'attention, une tâche complexe qui était la seule chose capable d'empêcher mes mains de trembler. Pendant ce temps, l'assistante de Claire organisait ce qu'elle appelait la présentation, le vrai testament, le faux, les relevés de virement, 7 ans de déclaration d'impôts frauduleux et le rapport complet de Marco Rossi. Bernard Perrin a accepté l'invitation sans hésiter, nous avions toujours eu une relation cordiale, il pensait venir à un dîner de réconciliation, il venait à une exécution, et je ne me sentais pas fier. De cela, j'avais mal au ventre, mais je pensais à ma grand-mère et à sa table de cuisine. Et j'ai continué à cuisiner. Ils sont arrivés à 18h30. Samedi, mon père est entré le premier avec cette arrogance naturelle, scrutant le salon comme on évalue un actif, ses yeux glissant sur mes bibliothèques et mon plafond à caisson comme s'il en était déjà le propriétaire. Ma mère m'a embrassé en disant que ça sentait bon,
Théo suivait derrière, évitant mon regard, vêtu d'une veste neuve et coûteuse. Bernard est arrivé 3 minutes plus tard, élégant, avec cette compétence tranquille de ceux qui sont vraiment bons dans leur métier, il m'a serré la main en disant que cette maison était une pure merveille. Je l'ai bâtie presque entièrement seul, ai-je précisé. Je sais. Ton père me l'a dit, a répondu Bernard. Mon père, qui l'avait pourtant dit comme une critique, a pris cela comme un compliment et s'est rengorgé devant son associé. Le dîner a semblé presque normal, mon père faisait son spectacle habituel, exagérant ses réussites professionnelles dès que Bernard l'écoutait. Après le plat principal, mon père a posé sa fourchette et s'est raclé la gorge. Julien, ta mère et moi avons discuté et nous sommes prêts à abandonner toute poursuite, a-t-il dit avec un geste de magnanimité feinte, tout ce que nous demandons. C'est que tu reconnaisses ton obligation morale et que tu cèdes la maison à Théo, considère cela comme ta contribution à la famille, ton devoir. Théo regardait son assiette. J'ai laissé passer 5 secondes de silence absolu. Non, ai-je dit. Mon père a scié, non. Comme s'il avait mal entendu. Non, et. Voici mon offre, ai-je poursuivi froidement, vous abandonnez toute prétention légale sous 24 heures, vous virez 107 000 € plus les intérêts sur un compte que mon avocate vous indiquera sous 30 jours. Et vous régularisez vos déclarations d'impôt auprès du fisc en payant les amendes pour m'avoir déclaré indûment à charge. Un silence de mort s'est installé, le visage de mon père est passé de la confusion à une rage écarlate, sa main s'est abattue sur la table, comment oses-tu? C'est alors que la porte de la cuisine s'est ouverte. Et Claire Vallet est entrée, vêtue de noir, portant un dossier avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà gagné. Jean-Pierre, Chantal, bonsoir, commençons. A-t-elle dit d'une voix glaciale. Elle a posé le dossier sur ma table en noyer. Et l'a ouvert, pièce A, le testament original de 2018 signé de la main de Suzanne Morel. Mon père a pris le papier, son visage a blêmi. Pièce B, le faux testament que vous avez déposé, le notaire dont le nom apparaît sur ce document est à la retraite depuis 2016, 2 ans avant la création du vrai testament. Ma mère a porté la main à sa gorge. Pièce C, les relevés bancaires montrant le détournement des 214 000 € vers vos comptes personnels et ceux de Théo. Voyage, voiture, tout y est. Théo fixait le sol. Et enfin, les pièces DAJ. Cette année de fraude fiscale où vous avez déclaré votre fils à charge alors qu'il était indépendant, le fisc va trouver cela passionnant. Mon père ouvrait la bouche mais aucun son ne sortait. Claire s'est ensuite tournée vers Bernard. Bernard, vous avez bâti une entreprise avec cet homme pendant 40 ans, vous lui avez fait confiance et sa réputation repose sur votre partenariat, tout ce qui est sur cette table a été fait derrière votre dos en utilisant votre nom. Bernard a ramassé les documents, il n'a eu besoin que de 2 pages pour comprendre, il a regardé mon père, pas avec colère, mais avec un dégoût profond. Le dégoût d'un homme qui réalise que celui qu'il respectait n'était qu'un imposteur. Mon père, pour la première fois en 34 ans, n'avait rien à dire, son autorité s'était évaporée en 10 minutes face à une femme et un dossier. Ma mère pleurait en silence, Théo s'était réfugié dans la cuisine. Leur avocat a appelé Claire dès le lendemain matin. Le signalement pour fraude successorale a été transmis au procureur, qui a décrit le faux testament comme l'un des actes les plus impudents qu'il ait jamais vus. Le fisc a ouvert une enquête sur les déclarations frauduleuses et mes parents ont dû engager un avocat fiscaliste à des frais exorbitants. Théo n'a pas été poursuivi, faute de preuve de sa participation active au faux, mais les subventions se sont arrêtées et il a dû quitter son appartement, il est apparemment reparti vivre à Lyon et nous ne nous parlons plus. Mes parents ont accepté un accord civil pour éviter la prison, restitution intégrale des 107 000 € avec intérêt. Régularisation fiscale totale et reconnaissance écrite de la fraude. Leur entreprise de BTP a été vendue 18 mois plus tard, mon père invoquant un départ à la retraite,
et Bernard n'a rien fait pour s'y opposer. Le premier versement est arrivé sur mon compte un mardi de mars alors que j'étais dans mon atelier en train de fignoler un panneau, mon téléphone a vibré sur l'établi. J'ai regardé la notification, je l'ai reposé et j'ai ajusté mon assemblage. Il était parfait. J'ai repensé à ma grand-mère, à sa volonté de nous donner une base solide, j'en ai une maintenant, je l'ai bâtie moi-même, 2 fois, une fois avec du bois et des outils, et une autre fois avec des dossiers et des preuves. Mon père a toujours dit que Théo avait de l'instinct, il avait raison. Il s'est juste trompé de fil.